La veille de Noël, je suis rentrée à la maison sans prévenir. J'ai trouvé ma fille tremblante dehors, par une température de 0 degré Celsius. Elle n'avait pas de couverture pour se réchauffer. La famille de mon gendre riait et trinquait au champagne près de la cheminée. J'ai enfoncé la porte d'un coup de pied, j'ai pris ma fille dans mes bras et j'ai dit 6 mots. Je suis content que tu sois là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires où vous avez entendu parler de mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle s'est répandue. Je suis sortie du taxi, mes lourdes bottes s'enfonçaient dans l'épaisse couche de neige devant la maison de ma fille à Innsbruck, en Autriche. Le vent glacial me fouettait le visage comme s'il voulait m'arracher la peau, m'obligeant à relever le col de mon manteau. Après des années passées comme entraîneur de judo, je pensais être habituée à tous les défis, de la chaleur étouffante du dojo aux hivers les plus rigoureux. Mais le froid de cette veille de Noël me faisait frissonner. Je me tenais là, devant la maison chaleureusement éclairée, un mélange d'excitation et de nervosité tourbillonnant en moi. Aujourd'hui, je voulais faire une surprise à Emma. Je voulais voir le sourire radieux de ma petite fille lorsque sa mère apparaîtrait à l'improviste. Après tant de mois d'absence, le jardin devant la maison était recouvert de neige. Pas une seule empreinte de pas en vue, comme si personne ne se souciait de le déblayer. À travers la grande baie vitrée, je pouvais voir la lueur chaleureuse qui se dégageait du salon, où une musique de Noël joyeuse jouait sur une enceinte Bluetooth. La chanson O Tannenbaum, la préférée d'Emma quand elle était enfant, emplissait l'air. Je me suis approchée pour essayer de jeter un œil à l'intérieur. Une longue table recouverte d'une nappe rouge vif s'étendait devant moi, chargée de plats traditionnels. Une oie rôtie dorée, des assiettes fumantes de boulettes de pain, un bol de salade de choux rouges avec des morceaux de pommes brillants et des verres de vin rouge scintillant sous les lumières. La famille Steinberg, les parents de mon gendre, étaient au complet. J'ai reconnu M. Heinrich Steinberg, le père de Klaus, assis avec un air d'autorité, et Madame Margaret Steinberg, sa mère, tenant un verre de vin avec un sourire satisfait aux lèvres. La sœur de Klaus, Astrid, était également présente, accompagnée de ses 2 jeunes enfants qui riaient sans arrêt. Ils levaient tous leurs verres, trinquant autour de la cheminée crépitante. Mais où était Emma? Je fronçai les sourcils, m'efforçant de voir plus loin à l'intérieur, pensant qu'elle était peut-être cachée dans un coin. Je l'imaginais souriante, bavardant joyeusement, comme au bon vieux temps où elle m'enlaçait et me racontait des histoires sans fin. Puis, j'entendis un bruit, un faible gémissement provenant du porche. Je me retournai et mon cœur s'arrêta. Sous la faible lumière, à côté d'un bac à cyclamène recouvert de neige, Emma était recroquevillée dans une vieille chaise en bois. Elle ne portait qu'un chemisier fin, ses frêles épaules tremblaient de manière incontrôlable. Ses cheveux en bataille collaient à son front, humide à cause de la neige fondue. Je me précipitai vers elle, le cœur battant comme un tambour. Emma, criai-je, la voix brisée par la panique. J'ôtai ma veste d'entraîneur et l'enveloppai d'urgence autour d'elle. Mes mains tremblantes touchèrent tenter son bras. Il était glacé, comme s'il ne restait plus aucune chaleur en elle. Emma a levé le visage, les yeux rouges, les lèvres pâles, murmurant à peine « Maman ». Sa voix était si faible qu'elle s'est presque dissoute dans l'air, et elle s'est effondrée contre mon épaule. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sentant son corps trembler comme un oiseau pris dans une tempête. « Je suis là, ma chérie. Je suis là », ai-je murmuré, essayant de paraître calme, même si les larmes me brûlaient les yeux. J'ai sorti un pull supplémentaire de mon sac et l'ai enroulé autour d'Emma, essayant de lui transmettre un peu de ma chaleur. Je l'ai soulevée dans mes bras tandis que ses chaussons trempés tombaient dans la neige, laissant une traînée désordonnée. Je l'ai serrée contre moi, sentant son souffle faible contre mon cou. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était la sortir de là, loin du froid mordant, loin de tout ce qui l'avait mise dans cet état. Mais à l'intérieur de la maison, les rires continuaient, insouciants et cruels. J'entendais clairement la voix grave de Klaus, suffisante et vantarde, se vanter de quelque chose. Toute la table éclatait de rire, et le tintement des verres résonnait comme une musique lointaine et inquiétante. Ils étaient heureux, confortablement installés près de la cheminée, tandis que ma fille, ma propre chair et mon propre sang tremblaient dehors dans le froid, comme si elle ne méritait pas d'être dans cette maison. Il y a quelques heures à peine, j'étais à l'aéroport de Vienne, encore en sueur après une semaine d'entraînement avec l'équipe nationale de judo. La chaleur des tapis semblait encore m'envelopper, même dans le hall glacial de l'aéroport.
Je traînais ma vieille valise tellement excitée que je pouvais à peine rester en place, imaginant le visage d'Emma s'illuminer lorsque je me présenterai à l'improviste la veille de Noël. Mon cœur battait à tout rompre. Elle avait toujours été ma lumière, depuis qu'elle était petite fille, s'accrochant à mes jambes, me suppliant de lui raconter une dernière histoire avant de s'endormir. Devenant une jeune femme adorable, dont le sourire pouvait faire fondre mes journées les plus difficiles. Mais mon travail d'entraîneur principal m'amenait à voyager sans cesse. Munich, les tournois européens, les moments volés avec Emma. Chaque fois que je partais, je me disais « encore un tournoi, puis je serai avec elle ». Et maintenant, j'étais là, prêt pour des retrouvailles date de Noël qui, j'en étais sûre, la rendraient heureuse. Assis dans la salle d'attente de l'aéroport, j'attendais le train pour Innsbruck et sortis mon téléphone pour appeler Emma. Je voulais entendre sa voix, m'assurer qu'elle était bien chez elle. Le téléphone sonnait et sonnait, chaque sonnerie me rendant de plus en plus nerveux. Pas de réponse. Je fronçais les sourcils, pensant qu'elle était peut-être occupée à préparer le repas de Noël avec la famille Lachsteinberg. J'appelais à nouveau, puis encore une fois. Toujours la même chose. Le silence. Un nœud d'inquiétude se forma dans ma poitrine, se répandant comme de l'encre sur du papier. J'envoyai un SMS. Maman est en route. Tu es à la maison? Je fixai l'écran, attendant la petite coche bleue. Rien ne vint. J'essayais de chasser ce mauvais pressentiment, me convainquant qu'elle avait laissé son téléphone quelque part ou qu'elle était occupée à décorer le sapin de Noël, comme elle le faisait chaque année. Le train était arrivé à Innsbruck après la tombée de la nuit. Je traînais ma valise hors de la gare, et le froid de la nuit hivernale me frappa de plein fouet, s'insinuant dans ma peau. Des familles s'embrassaient, riaient, se dirigeant vers la messe de minuit. Un père portait sa petite fille sur ses épaules. Elle tenait un Lebkuchen et gloussait joyeusement. Je les regardais, la gorge serrée. J'avais moi aussi porté Emma comme ça. Je lui avais tenu la main dans les rues scintillantes de lumière de Noël. Mais maintenant, j'étais seule, tirant une lourde valise, sortant de la gare avec une solitude indescriptible. J'ai hélé un taxi et d'une voix rauque à cause de la fatigue, j'ai dit « Emmenez-moi dans le quartier de Wilten, Leopoldstrasse ». Sur le chemin, la circulation était lente, les rues étaient bondées de gens emmitouflés dans leurs manteaux et leurs écharpes, se rendant à l'église pour la messe. Je regardais par la fenêtre du taxi les lumières chaleureuses qui brillaient dans les maisons le long de la route. Les cloches de l'église sonnaient faiblement au loin, mêlées au chant d'une chorale qui interprétait Stille Nacht quelque part à proximité. J'ai souri en imaginant Emma affairée dans la cuisine, préparant la kartoffelpurée que je lui avais apprise. Lorsque la voiture s'est arrêtée à un carrefour, j'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai aperçu un groupe de policiers qui régulaient la circulation. Parmi eux, j'ai reconnu Jacob, un ancien élève de l'époque où j'enseignais le judo au centre sportif local. Il se tenait droit, sûr de lui dans son uniforme de policier, mais il avait toujours le même sourire bienveillant. J'ai baissé la vitre et j'ai crié « Jacob !» Il s'est retourné, les yeux brillants lorsqu'il m'a reconnu. « Madame Rose, vous êtes de retour !» s'est-il exclamé en ajustant sa casquette de policier. J'ai souri, essayant de cacher ma fatigue. « Oui, je viens de terminer ma formation à Munich. »« Tu travailles toujours à Innsbruck ?» Jacob a acquiescé, le sourire radieux. « Oui, je suis agent de circulation maintenant. »« Tu es ici pour Noël avec ta famille ? Avec Emma ?» ai-je demandé, le cœur réchauffé à l'évocation de ma fille. Mais le visage de Jacob s'est figé. Son sourire s'est effacé. Une lueur de doute a traversé son regard, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. Un mauvais pressentiment m'a envahi comme une flamme qui commence à se propager. « Qu'y a-t-il, Jacob ? Un problème ?» ai-je demandé en baissant la voix. Il secoua la tête, esquissant un sourire forcé. « Non, 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 ce n'est rien, Frau Rose. Je suis juste content que vous soyez de retour. » Mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Je voulais insister, mais le feu passa au vert. Le chauffeur appuya sur l'accélérateur et la voiture démarra, laissant Jacob me regarder depuis la rue, agrippant fermement le bord de sa casquette. Alors que nous approchions de la maison d'Emma, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter à quelques mètres du portail. Je voulais leur faire la surprise, voir le visage d'Emma lorsqu'elle me verrait debout devant la porte. J'ai attrapé ma valise et j'ai marché sur le chemin recouvert de neige, mes bottes laissant des empreintes profondes. La lueur dorée des maisons environnantes brillait comme des bougies allumées. De loin, j'entendais une guitare et des chants provenant du salon d'Emma.
Je souris en l'imaginant chanter comme lorsqu'elle était enfant, debout à mes côtés, entonnant Leis Risselt der Schnee de sa voix claire. Je posai ma valise sur la marche, pris une profonde inspiration et me préparai à frapper. Mais alors, un rire moqueur fendit l'air, tranchant comme un couteau. Je me figeai, ma main resta suspendue, sans toucher la porte. La voix grave et bourrue de M. Heinrich Steinberg retentit clairement. C'est ce qu'on appelle une belle fille, une femme qui ne peut même pas avoir d'enfant. 4 fausses couches, ne nous ont-elles pas assez embarrassés? Son rire était lourd, empreint de mépris. Puis, la voix de Klaus, froide et cruelle, se joignit à lui. Toujours à feindre la dépression, à s'enfermer dans sa chambre pour ne rien faire. Sans mes parents, je l'aurais mise à la porte depuis longtemps. Un autre éclat de rire retentit, suivi du tintement des verres à vin. J'entendis Astrid, la sœur de Klaus, parler d'un ton venimeux. Oui, totalement inutile. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. À quoi sert-elle? Elle fait semblant d'être malade juste pour être choyée. Pathétique. Chaque mot me transperçait le cœur. Je restais là, paralysée. J'avais le souffle coupé. C'était ainsi qu'il traitait ma Emma, ma fille, qui rêvait d'une famille heureuse, qui mettait tout son cœur dans chaque repas qu'elle préparait pour son mari. Et maintenant, il l'humiliait ainsi. 4 fausses couches, chacune la laissant en larmes jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes à verser lors de nos conversations téléphoniques. Et maintenant, il disait qu'elle simulait. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. C'est alors que j'ai vu Emma recroquevillée sur une chaise en bois sous le porche, vêtue d'une simple blouse fine, la tête baissée, tout son corps tremblant dans le froid glacial. Mes yeux se sont embués de larmes. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pris Emma dans mes bras, son corps tremblait encore, froid comme un bloc de glace. Mes mains tremblaient aussi, non seulement à cause de la nuit glaciale d'Innsbruck, mais aussi à cause de la rage qui brûlait dans ma poitrine. Chaque pas vers la porte des Steinberg me semblait peser 1000 kilos. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai frappé à la porte en bois, mes coups étaient fermes, couvrant la musique de Noël qui retentissait à l'intérieur. O Tannenbaum tournait en boucle, se moquant de la scène douloureuse dont je venais d'être témoin. Personne ne vint ouvrir. Je serrai les dents et frappai plus fort, comme si je voulais enfoncer la porte d'un seul coup. Finalement, la porte s'ouvrit. Madame Margaret se tenait là, un verre de vin rouge tremblant dans sa main. Ses lèvres étaient bleues et peintes d'un rouge vif, brillantes sous la lumière. Une odeur d'alcool se dégageait d'elle, mais son visage arborait un sourire forcé, essayant de paraître poli. « Oh, Frau Rose, quelle surprise !» dit-elle d'une voix mielleuse, mais fausse, comme si j'étais une invitée indésirable. « Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus pour que nous puissions dérouler le tapis rouge ?» Je la fixai du regard, sans chercher à cacher ma colère. « Vous prévenir ?» grognai-je, chaque mot sifflant entre mes dents. « Si je vous avais prévenu, comment aurais-je pu voir ça? Qu'avez-vous fait à ma fille ?» Je serrai Emma plus fort contre moi, sentant son souffle faible contre mon épaule. Chaque respiration me rappelait que je ne pouvais pas laisser passer cela. Margaret haussa un sourcil, jetant un regard à Emma, dans mes bras avec une grimace, comme si elle regardait quelque chose d'ennuyeux. « Emma voulait juste prendre l'air, dit-elle d'un ton doux, mais empreint de mépris. N'en faites pas toute une histoire. C'est Noël, entrez, ne restez pas dehors dans le froid. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, de l'air frais, alors que ma fille était pratiquement gelée dehors dans un chemisier fin. Avant que je puisse répondre, Klaus est apparu derrière sa mère, sa chemise déboutonnée, affichant une nonchalance délibérée. Il tenait une bouteille de vin et m'a lancé un regard provocateur. « Maman, ferme la porte, » dit-il d'un ton arrogant, le menton levé. « Laisse-la dehors jusqu'à ce qu'elle se calme. Qui se présente au repas de Noël, en se montrant fragile pour éviter d'aider ?» Il eut un petit rire moqueur, comme s'il avait dit quelque chose d'intelligent. Ces mots étaient un autre coup de poignard, non seulement dans mon cœur, mais aussi dans celui d'Emma. Je sentis son corps se recroqueviller dans mes bras, comme si elle voulait disparaître. Depuis la table, la voix d'Astrid retentit, aiguë et venimeuse. « Exactement. Une femme qui n'est même pas capable de mener une grossesse à terme. Que vaut-elle? Elle est inutile. » Son rire tranché comme une lame, se mêlant au murmure des autres convives. J'entendis les 2 enfants d'Astrid, les cousins d'Emma, courir vers le porche, curieux. Ils regardèrent Emma dans mes bras, puis gloussèrent en se chuchotant. Tant Emma a des ennuis. Leur petite voix innocente me brûlait comme du sel sur une plaie ouverte.
Mon visage s'empourpra de rage. Je donnai un coup d'épaule dans la porte, puis la frappai violemment du pied. La porte s'ouvrit brusquement et claqua contre le mur dans un bruit qui fit taire la pièce. Le vin de Margaret se renversa, laissant des taches rouges sur le tapis coûteux. La musique de Noël s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un avait débranché la prise de l'enceinte. L'air dans la pièce devint lourd, suffocant, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Je me suis avancée au centre du salon, toujours avec Emma dans les bras. Chaque pas laissait une traînée de neige fondue sur le parquet, comme des marques de rage impossibles à effacer. Tous les regards étaient braqués sur moi. Monsieur Heinrich, le visage froid. Margaret, son faux sourire disparu. Astrid, les yeux pleins de mépris. Le reste de la famille, un mélange de choc et d'agacement. Je sentais leur hostilité dans chaque regard, mais je m'en moquais. Avec précaution, j'installai Emma sur le canapé et posai mon écharpe sur ses épaules. Ses mains étaient encore glacées, tremblantes, comme si le froid de la neige s'accrochait encore à elle. Je m'agenouillai, la regardai dans les yeux, essayant de lui transmettre un peu de ma force, même si à l'intérieur, j'étais en proie à une tempête de rage et de douleur. Le salon des Steinberg était toujours brillamment éclairé. Le feu crépitait dans la cheminée, mais l'atmosphère était tendue, comme si tout le monde s'attendait à une explosion. Klaus s'approcha, le visage rouge à cause du vin, les yeux brillants d'arrogance. Il baissa la voix, froide, mais toujours suffisante, comme s'il était le propriétaire des lieux. « Tu n'as pas le droit de faire une scène chez moi, Rose, » dit-il, en insistant sur « chez moi », comme pour me rappeler que j'étais une étrangère. Klaus se tenait droit, une main sur la hanche, sa chemise à moitié déboutonnée dans un geste de mépris. Mais dans ses yeux, j'ai aperçu une lueur d'incertitude. Il savait que je n'étais pas quelqu'un de facile à intimider. Je me suis levée d'un bond, pointant du doigt son visage, la voix tremblante de rage. « Pas le droit, ai-je rétorqué. Et vous ? Vous pensez avoir le droit de jeter ma fille dehors dans le froid, de la laisser mourir de froid ?» Le sang me bouillait dans les veines. Chaque mot explosait dans ma poitrine. « C'est ça, un mari ? C'est ça, une famille ?» Je jetai un coup d'œil autour de moi, vers la table du banquet, les assiettes encore fumantes, les verres à vin scintillants, comme s'ils se moquaient de la souffrance d'Emma. Monsieur Heinrich Steinberg se leva lentement de la tête de table, ajustant sa veste de costume, sa voix grave résonnant avec autorité. « Ça suffit, Frau Rose, dit-il. C'est une affaire de famille. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant doit apprendre à endurer. C'est comme ça. » Ces mots frappèrent, comme un coup de marteau, froid et cruel. Je le fixai du regard, voyant l'arrogance d'un homme qui avait passé des années comme magistrat, habitué à tout contrôler. Mais aujourd'hui, il avait choisi le mauvais adversaire. Je jetai un coup d'œil à la table, où l'oie rôtie dégageait encore son arôme, les boulettes de pain soigneusement disposées, le vin scintillant sous les lumières. Puis, je regardai Emma, qui tremblait toujours sur le canapé, son estomac gargouillant faiblement comme une accusation silencieuse. Je ne pouvais plus me retenir, ma voix éclata, aiguë et tranchante. « Alors vous festoyez pendant que ma fille est dehors dans le froid glacial, sans manteau, sans nourriture, c'est ce que vous appelez la tradition, c'est ce que vous appelez l'humanité. » Margaret haussa les épaules, son sourire glacial, comme si j'exagérais les choses. « Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange, n'est qu'un gaspillage, » a-t-elle dit doucement, d'une voix pleine de mépris. Elle a-t-elle levé son verre de vin et a pris une gorgée, comme pour montrer qu'elle se moquait complètement de mes sentiments ou de ceux d'Emma. Astrid intervint depuis la table, d'un ton acerbe, remuant le couteau dans la plaie. « Ta fille utilise toujours la dépression comme excuse pour éviter de travailler, dit-elle. Depuis tout ce temps, a-t-elle déjà préparé un repas décent pour la famille ? Tout ce qu'elle fait, c'est rester au lit à se plaindre, entraînant tout le monde dans son sillage. » Elle secoua la tête, le regard plein de mépris, comme si Emma était un fardeau que toute la famille Steinberg devait supporter. Les murmures des proches autour de la table s'intensifièrent. Certains secouaient la tête, d'autres ricanaient, comme s'ils étaient là d'accord avec ces paroles venimeuses. Chaque son, chaque regard en coin me transperçait la poitrine comme un nouveau coup de poignard. J'avais envie de renverser cette table raffinée pour réclamer justice pour ma fille. Mais alors, une voix faible s'éleva du canapé. Emma, ma petite fille, s'était réveillée. Elle essaya de s'asseoir, ses mains tremblantes agrippant le bord du canapé. « Je suis tellement fatiguée, » balbutia-t-elle d'une voix cassée, à peine audible. « Personne ne comprend. » Ces mots furent instantanément étouffés par le cri de Klaus.
Assez, aboya-t-il. Tais-toi, tu m'as déjà assez embarrassé. Il s'est approché d'elle, le regard glacial, comme s'il voulait briser le peu de force qui lui restait. J'ai vu les épaules d'Emma s'affaisser, ses yeux rougis remplis de larmes, et mon cœur s'est serré. Je me suis placée devant elle, prête à tout pour la protéger. Les souvenirs d'Emma ont envahi mon esprit comme une avalanche. Je me suis souvenu des jours où elle m'appelait, sanglotant au téléphone. Chaque fois qu'elle perdait un enfant, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. À chaque fausse couche, son âme se brisait en 1000 morceaux. C'était une fille adorable qui rêvait d'un foyer chaleureux, de dîner en famille avec son mari et ses enfants. Mais la douleur répétée l'avait poussée au bord du désespoir. J'ai essayé d'être là, pour elle, même à travers des appels longue distance. Mais je n'aurais jamais imaginé que la famille Steinberg, en qui j'avais confiance, traiterait ma fille de cette manière. Klaus, mon gendre, que je considérais autrefois comme un homme respectable, montrait désormais son vrai visage. Un tyran cruel, qui avait chassé ma fille, dans le froid, la traitant comme un déchet. J'étais sur le point de craquer. À travers la fenêtre, j'ai vu Jacob debout en silence sous le porche. Peut-être avait-il patrouillé le quartier, son regard dur et son poing serré, indiquant qu'il avait entendu et était témoin de cette cruauté. Je lui ai fait un léger signe de tête, lui indiquant de ne pas intervenir pour l'instant. Mais à l'intérieur, sa présence était une lueur d'espoir. Je savais que je n'étais pas seule. J'avais un témoin, quelqu'un qui connaissait la vérité. Klaus a fait un pas de plus, me pointant du doigt, abandonnant son masque de politesse. Je te préviens, c'est ma maison, a-t-il dit. Ne t'en mêle pas, ou les choses vont empirer. Il a souri, convaincu que je céderais face au pouvoir de la famille Steinberg. Il se trompait. Je serrais les poings, mes jointures craquant, sentant toute la rage que j'avais refoulée toute ma vie exploser à cet instant. L'air dans la pièce était si lourd qu'il semblait qu'une seule étincelle suffirait à tout enflammer. Je fixai Klaus du regard, ma voix basse mais tranchante comme un couteau. Tu penses pouvoir me menacer? Tu penses pouvoir continuer à faire du mal à ma fille sans en payer le prix? Tu te trompes, Klaus. Je ne laisserai pas passer ça. Je me suis tournée vers toute la famille Steinberg, du regard froid de M. Heinrich au sourire narquois de Margaret, en passant par le regard méprisant d'Astrid. Vous tous, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse, vous allez payer pour ce que vous avez fait à Emma. Le salon des Steinberg fut plongé dans un silence terrifiant, comme si l'air avait été aspiré, ne laissant qu'une tension épaisse prête à exploser. Je posai ma main sur l'épaule d'Emma, sentant son corps frêle sous l'écharpe, ma voix calme et assurée. Ce n'est plus une affaire privée, c'est de la violence domestique. Mes mots tombèrent comme une pierre dans un lac calme, provoquant des ondulations parmi toutes les personnes présentes dans la pièce. Margaret, toujours son verre de vin à la main, laissa échapper un rire moqueur, le faisant tourner comme si elle appréciait une blague. Violence, dit-elle, d'un ton dégoulinant de sarcasme et d'arrogance. Nous lui apprenons simplement à rester à sa place, Rose. Tu devrais nous remercier de l'avoir supporté aussi longtemps. Klaus s'est approché, les yeux rougis par l'alcool et la rage. Il a craché ses mots comme s'il les mâchait avant de les prononcer. Elle simule la dépression. Elle simule la douleur pour ne rien faire. Personne ne la frappe. Nous en avons juste assez de son inutilité. Il a fait une pause, me fixant d'un sourire tordu. Réapprenez à votre fille, Rose. Personne ne perd 4 grossesses d'affilée. Peut-être l'a-t-elle fait exprès. Ces mots étaient comme des lames de rasoir. Ils ne se contentaient pas de me transpercer le cœur. Ils déchiraient les blessures encore vives d'Emma. Je l'entendis retenir son souffle, comme si elle avait reçu un coup de poing dans la poitrine. 4 fausses couches. 4 fois, elle m'avait appelé en sanglotant, la voix brisée, me disant qu'elle avait perdu les enfants qu'elle ne pourrait jamais tenir dans ses bras. À chaque fois, je ne pouvais que serrer le téléphone, impuissante à distance, essayant de la réconforter avec des mots vides de sens. Et maintenant, Klaus osait se tenir devant moi et dire qu'elle l'avait fait exprès. Je serrai le poing si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume, le sang affluant à mon visage. Il avait franchi une ligne que je ne pouvais pas pardonner. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. Ma main tremblait, mais j'ai rapidement composé le numéro du poste de police le plus proche. « J'appelle la police », ai-je dit d'une voix glaciale, alors qu'à l'intérieur, j'étais en proie à une tempête. Une plainte sera déposée. Vous devrez répondre de vos actes devant la justice.
J'ai souligné chaque mot comme si je l'ai gravé dans l'air, m'assurant que tout le monde comprenne que je ne bluffais pas. Klaus s'est figé. La bouteille de vin lui échappa des mains et tomba bruyamment sur le parquet, le vin rouge tachant le tapis coûteux. La panique se refléta dans ses yeux, même s'il tenta de retrouver son air supérieur. « Vous n'oseriez pas !» cria-t-il, mais sa voix tremblait, comme s'il ne s'était pas attendu à ce que j'aille aussi loin. Monsieur Heinrich, qui observait la scène avec un air froid, s'avança, ajustant sa cravate, sa voix grave et rauque résonnant avec autorité. « Tu n'as aucune idée de qui tu défies, Rose, dit-il. J'ai passé ma vie sur le banc des magistrats. J'ai vu le pire de ce que ce monde a à offrir. Vous pensez qu'un coup de fil va nous faire trembler ?» Son regard était aussi tranchant qu'un couteau, me rappelant que la famille Steinberg n'était pas facile à ébranler. Mais je ne reculais pas. J'avais vu ma fille le grelotter de froid, et rien, pas même le pouvoir de monsieur Heinrich, ne me ferait taire. Astrid, assise à table, croisa les bras et esquissa un sourire moqueur. « Allez-y, passez cet appel, Frau Rose, dit-elle d'un ton provocateur. Voyons voir qui ils croiront, une vieille folle ou une famille respectée comme la nôtre. Vous pensez que la police se rangera de votre côté ?» Son rire venimeux résonna, certaine que j'échouerais. Emma, toujours assise sur le canapé, tira sur ma manche, la voix tremblante, dans un murmure. « Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît, je veux juste être tranquille. » Ses yeux rougis, remplis de peur, semblaient dire qu'elle était terrifiée, à l'idée que les choses empirent. Je la regardais, le cœur serré. Je savais qu'elle avait peur. Peur des représailles des Steinberg, peur que les humiliations s'accumulent, mais je savais aussi que si j'arrêtais maintenant, Emma serait prisonnière de cette souffrance pour toujours. Je lui serrai la main fermement, essayant de lui transmettre un peu de mon courage. « Tu n'as pas à avoir peur, lui dis-je doucement, mais fermement. Je te protégerai. Je te le promets. » Je la pris dans mes bras, la neige tombant de ses vêtements sur le tapis comme les morceaux d'un rêve brisé. J'ignorais les regards méprisants des Steinberg et leurs menaces murmurées. Tout ce que je savais, c'est que je devais la sortir de cet endroit, de cette cage de cruauté dans laquelle elle était enfermée depuis trop longtemps. En me tournant vers la porte, j'aperçus Jacob à travers la vitre embuée, debout sous le porche, la main posée sur sa radio, les yeux brûlants d'un feu caché, prêt à agir à tout moment. Je lui fis un léger signe de tête, suffisamment pour lui faire comprendre que j'étais prêt à me battre. Jacob me répondit par un signe de tête ferme, les mains toujours agrippées à la radio, comme pour me promettre qu'il serait à mes côtés. Je suis sortie sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu Margaret crier à la femme de ménage de nettoyer le vin renversé sur le tapis. J'ai entendu Klaus frapper du poing sur la table en marmonnant un juron. Puis la voix grave et furieuse de monsieur Heinrich a résonné alors qu'il appelait quelqu'un au téléphone. Tous ces bruits étaient comme des flèches qui me transperçaient le dos, mais je m'en moquais. J'ai emmené Emma dans mon petit appartement près du Centre national d'entraînement où je vivais depuis des années en tant qu'entraîneur. Il n'était pas luxueux, juste un salon avec un vieux canapé, une cuisine simple dans un coin et quelques photos de famille accrochées au mur. Mais pour moi, c'était un endroit sûr où je pouvais protéger ma fille des insultes des Steinberg et du froid cruel. J'ai porté Emma jusqu'à sa chambre et l'ai doucement installée sur le lit. Elle tremblait encore, même enveloppée dans mon épais manteau. J'ai fouillé dans l'armoire pour trouver un vieux pull, je le lui ai mis, puis j'ai préparé une tasse de chocolat chaud dont l'arôme sucré a empli l'air froid. « Bois ça, ma chérie, lui ai-je murmuré en plaçant la tasse entre ses mains. Mais elle s'est contentée de la fixer, le regard vide, comme si elle ne croyait pas mériter ne serait-ce qu'un peu de chaleur. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Jacob. Sa voix était grave et posée. « Frau Rose, je viens de déposer le rapport initial au poste, mais les Steinberg ne vont pas se laisser faire facilement. Ils ont de l'influence, vous le savez. Je suis prêt à témoigner si vous avez besoin de moi. » Je sentais la détermination dans sa voix, comme une petite flamme qui ne s'éteint jamais. Jacob, mon ancien élève, celui qui se tenait autrefois dans le dojo avec des yeux brillants, était maintenant à mes côtés dans un combat d'un autre genre. « Aidez-moi à me préparer, Jacob, dis-je d'une voix brève mais pleine de gratitude. Cela pourrait être une longue bataille. » Il répondit simplement « Je m'en occupe, coach, je suis là. » Le lendemain matin, j'emmenai Emma chez une thérapeute dans le centre d'Innsbruck. Le docteur Linda Bauer, une femme âgée au regard bienveillant, nous accueillit dans un bureau confortable. Après avoir parlé avec Emma, elle me regarda, la voix grave et triste.
Elle souffre d'une grave dépression, Frorose. 4 fausses couches combinées aux insultes constantes de sa belle famille ont anéanti sa confiance en elle. Elle a besoin de repos, de soins et surtout de se sentir en sécurité. J'ai acquiescé, le cœur serré. Je savais qu'Emma n'allait pas bien, mais l'entendre de la bouche de la thérapeute m'a fait l'effet d'un nouveau coup de poignard. Je l'ai regardée, recroquevillée sur sa chaise, les mains crispées, et je me suis reproché de ne pas avoir été là plus tôt. Cet après-midi-là, Jacob est passé à l'appartement, sans son uniforme de policier, avec un sac de fruits et quelques vieux livres de cuisine. Il les a posés devant Emma, hésitant. « Je sais que tu aimes cuisiner, a-t-il dit. J'ai pensé que commencer par quelque chose de simple, comme un Apfelstrudel ou une Hühnersoupe, te ferait peut-être du bien. » Sa voix était douce, mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Emma baissa la tête, agrippant le bord de son chemisier, et murmura « Merci, mais je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit de plus. » Ces mots me transpercèrent le cœur comme une aiguille. Le visage de Jacob s'assombrit un instant, mais il ne la poussa pas, se contentant d'acquiescer silencieusement. Il posa les sacs sur la table et se tourna vers moi. « Madame Rose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là, pour vous. » Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, je me suis assise à la table de la cuisine, sous la faible lumière. Entourée de papier, j'ai entendu un bruit à l'extérieur, puis j'ai vu une épaisse enveloppe glisser sous la porte, silencieuse comme une menace discrète. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Les lettres étaient lianes brouillées. « Ne vous en prenez pas à la famille Steinberg si vous ne voulez pas finir aussi misérable que votre fille. Abandonnez. » Mon sang s'est mis à bouillir en lisant ces mots. J'ai froissé le papier et l'ai jeté violemment à la poubelle, le bruit rompant le silence. Cette menace ne m'a pas effrayée. Elle m'a seulement motivée. Il pensait bon que j'allais que de reculer. Il se trompait. Le soir même, j'ai commencé à rassembler toutes les preuves des sommes d'argent que j'avais envoyées à Emma au fil des ans. Des reçus bancaires, des messages accompagnés de mes mots d'amour. Chacun d'entre eux était la preuve que j'avais toujours essayé de la soutenir. Même si Klaus et sa famille avaient dilapidé la majeure partie de cet argent, chaque papier était un souvenir. Les fois où Emma m'avait appelé, la voix tremblante pour me dire qu'elle voulait acheter quelque chose pour la maison, mais où Klaus lui avait répondu que ce n'était pas nécessaire. Je serrai le stylo si fort qu'il faillit se casser. J'avais fait confiance à Klaus. Je pensais qu'il prendrait soin de ma fille, mais il ne la voyait que comme un outil, et lorsqu'elle a cessé de lui être utile, il s'est débarrassé d'elle sans pitié. Emma s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle est sortie de sa chambre en titubant, les jambes tremblantes, et m'a vue à la table, enfouie sous des papiers, les yeux fatigués, mais remplis de peur. « Maman, a-t-elle murmuré, la voix brisée. J'ai peur. J'ai peur qu'il te fasse du mal. » J'ai levé les yeux, j'ai vu ses yeux rougis, et j'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis levée, je me suis approchée d'elle, et je l'ai serrée dans mes bras, sentant son corps fragile contre moi. « Tu n'as pas à avoir peur, lui ai-je dit fermement, même si à l'intérieur j'étais une boule de nerfs. À partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai de tout. Je te le promets. » J'ai raccompagné Emma dans son lit et je suis restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais je n'arrivais pas à dormir. Je suis retournée à la table de la cuisine, j'ai continué à trier des papiers et j'ai dressé une liste de ce qu'il fallait faire. J'ai appelé un vieil ami avocat qui m'avait aidé dans une affaire liée à l'équipe de judo. Il a promis de se pencher sur le dossier, mais m'a averti. Les Steinberg ont beaucoup d'influence à Innsbruck, Frau Rose. Ils connaissent tas des gens dans les tribunaux. Préparez-vous à un long combat. J'ai acquiescé, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je sais, ai-je répondu, mais je n'abandonnerai pas. Les semaines passées à préparer l'affaire m'ont semblé être un cauchemar sans fin. Chaque soir, sous la faible lumière de la lampe de mon petit appartement, je passais en revue page après page, relisant chaque reçu bancaire, chaque rapport médical concernant Emma. Ces chiffres et ces lettres froides étaient la preuve de mon amour pour ma fille, mais aussi un douloureux rappel de tout ce qu'elle avait enduré. Enfin, le premier jour du procès arriva, et j'eus l'impression de monter sur un tatami de judo. Emma et moi entrâmes dans le tribunal d'Innsbruck. Le froid matinal transperçait mon épais manteau. Je lui tenais la main, sentant ses doigts glacés trembler dans ma paume. Ses yeux étaient rouges avec des cernes sombres qui trahissaient ses nuits blanches. Elle gardait la tête baissée, comme si elle voulait se cacher des regards. Je me tenais droit,
essayant d'être son roc, même si à l'intérieur, j'étais tout aussi bouleversée. Je suis là, lui ai-je murmuré en lui serrant doucement la main. Elle a acquiescé faiblement, mais ses yeux vides montraient qu'elle avait abandonné le combat depuis longtemps. La famille Steinberg était déjà là depuis longtemps. Klaus, vêtu d'un élégant costume gris, se tenait comme un avocat sûr de lui. Avant le procès, il s'est assis, a ajusté sa cravate et nous a lancé un regard méprisant. À côté de lui se trouvait Monsieur Heinrich, marchant lentement mais avec un regard aussi tranchant qu'une lame. Il arborait un sourire confiant, comme s'il connaissait déjà l'issue du procès. Dans la rangée réservée à la famille, Margaret et Astrid étaient assises, élégamment vêtues, chuchotant de temps en temps et nous jetant des regards. Je sentais leur hostilité dans chacun de leurs gestes, mais je me forçais à rester calme, me rappelant que ce n'était pas mon combat aujourd'hui, c'était celui d'Emma. Jacob était là aussi, assis dans la section des spectateurs, vêtu de son uniforme de policier. Il m'a fait un léger signe de tête, son regard fixe comme une promesse qu'il ne nous abandonnerait pas. Sa présence m'a fait me sentir moins seule, comme si j'avais un allié dans cette bataille. Je lui ai répondu par un signe de tête, le remerciant silencieusement d'être là, depuis cette terrifiante veille, de Noël jusqu'à aujourd'hui. Le procès a commencé. Mon avocat, R. Muller, s'est levé et a présenté clairement chaque élément de preuve. Il a montré les virements bancaires que j'avais envoyés à Emma au fil des ans, prouvant que je l'avais toujours soutenue, même si la plupart de cet argent avait fini entre les mains de Klaus. Il a également présenté le dossier médical d'Emma avec les notes détaillées du thérapeute sur sa dépression. Après 4 fausses couches et les insultes constantes de la famille de son mari, Emma ne souffrait pas seulement physiquement, elle était émotionnellement détruite, a déclaré Muller, la voix chargée d'émotion. Il la traitait comme une étrangère dans sa propre maison. J'ai regardé Emma, la tête baissée, les mains serrées comme si elle essayait de retenir sa douleur. Je voulais me lever et la serrer dans mes bras, mais je savais que je devais rester forte et laisser l'avocat faire son travail. Puis, les jeunes avocats de la famille Steinberg se sont levés et j'ai senti l'injustice envahir la salle d'audience. L'un d'eux, vêtu d'un élégant costume noir, a pris la parole d'une voix autoritaire. Emma simule sa maladie pour être choyée. La famille Steinberg lui a tout donné, un toit, de la nourriture, tout ce dont elle avait besoin. Mais elle n'a pas tenu ses engagements. Elle a échoué en tant qu'épouse. Ces mots m'ont frappé en plein visage. Simulé, choyé. J'ai serré les poings si fort que j'ai senti mon sang bouillir. Ils ont appelé un témoin, Frau Martha, l'ancienne gouvernante des Steinberg. Elle a pris place à la barre, le regard fuyant, la voix tremblante. Madame Emma était paresseuse, a-t-elle déclaré. Elle s'enfermait dans sa chambre toute la journée, négligeant la maison. Je devais tout faire, cuisiner, nettoyer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Emma, cette femme qui préparait chaque repas avec amour, qui faisait des strudels maison pour faire plaisir à toute la famille, était désormais qualifiée de paresseuse. Je me suis levée d'un bond, incapable de me retenir. Vous mentez, Emma n'a jamais été comme ça. Le juge, un homme d'âge mûr au visage sévère, a frappé son marteau et a dit froidement « Silence, s'il vous plaît, nous sommes dans une salle d'audience. » Je me suis rassise, le cœur battant à tout rompre, avec l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai jeté un coup d'œil à M. Heinrich Steinberg. Il a souri, faisant un signe de tête subtil et suffisant au juge. Un lien invisible entre eux m'a donné la chair de poule. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais clairement. Ils avaient planifié cette journée, et je n'étais qu'un pion dans leur jeu d'échecs. Emma restait voûtée, les mains tremblantes agrippées au bord de la chaise. J'ai vu Jacob au dernier rang, la mâchoire serrée, les poings crispés, comme s'il luttait pour contenir sa propre fureur. R. Muller, notre avocat, a poursuivi d'une voix calme. Nous aimerions présenter une preuve clé, un enregistrement de la veille de Noël qui capture les insultes et les abus psychologiques de la famille Steinberg envers Emma. Il a diffusé l'enregistrement audio que Jacob avait secrètement réalisé. La voix de Klaus résonnait, froide et cruelle. Elle simule une dépression pour se soustraire à ses obligations. Puis, celle de Margaret. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange bien, est inutile. Et celle d'Astrid, sarcastique, elle n'est même pas capable de donner naissance. La salle d'audience est devenue silencieuse. Seuls de faibles murmures se faisaient entendre. J'ai regardé Emma,
Je l'ai vu se recroqueviller, comme si ces mots la poignardaient à nouveau. Mais l'avocat des Steinberg bondit, protestant. Cet enregistrement est illégal. Il a été réalisé sans consentement. Il viole le droit à la vie privée. Le juge acquiesça d'un signe de tête, d'une voix sèche. L'enregistrement est irrecevable. Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds et m'agripper à la chaise pour ne pas m'effondrer. L'enregistrement, la preuve la plus évidente de la cruauté des Steinberg, rejeté pour une question de forme. Des murmures remplirent au la salle, certains poussèrent des cris d'incrédulité, d'autres secouèrent la tête, perplexes. Je regardais Jacob, la tête baissée, les poings tremblants sur les genoux. Emma cachait son visage dans ses mains, les épaules secouées par les sanglots. J'avais envie de craquer, de me précipiter vers le banc du juge et d'exiger justice, mais je savais que dans cette salle, la justice n'était pas de notre côté. Monsieur Heinrich était assis là, le regard calme, mais arrogant, comme s'il savait que cela allait arriver. Je serrai la main d'Emma, essayant de lui donner de la force, même si je me sentais moi-même vaincue. Après une semaine de procès épuisante, le verdict final tomba. J'étais assis dans le tribunal d'Innsbruck, tenant la main d'Emma, ses doigts froids et tremblants dans les miens. Toute la semaine, j'avais essayé de rester forte, mais chaque soir, de retour dans mon petit appartement, mon cœur était rongé par l'angoisse et l'impuissance. Emma était assise à côté de moi, les yeux rougis par les nuits blanches, le visage pâle comme si la vie l'avait quittée. Je lui ai serré la main, essayant de lui transmettre un peu de courage, même si je tremblais, moi aussi. Klaus entra dans la salle, d'un pas décidé, ajustant sa cravate comme si c'était un jour comme les autres. Margaret, sa mère, lissa sa robe et s'assit bien droite, les lèvres peintes d'un rouge profond, un sourire confiant sur le visage, comme si elle connaissait déjà l'issue. Astrid, vêtue d'une tenue voyante, nous lança un regard méprisant. Monsieur Heinrich se tenait derrière Klaus, imposant, le regard dur, nous rappelant que la famille Steinberg avait toujours tout sous contrôle. Jacob était dans la section réservée aux spectateurs, toujours en uniforme de policier. Son regard était fixe, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. Il m'a fait un léger signe de tête, une promesse silencieuse qu'il serait là quoi qu'il arrive. Je lui ai rendu un regard reconnaissant, réconforté par sa présence. Mais lorsque le juge, un homme d'âge moyen au visage impassible, est entré, un frisson m'a parcouru l'échine. L'atmosphère est devenue pesante, comme si tout le monde se préparait à un verdict inévitable. Le juge prit la parole d'une voix sèche et ferme. La Cour accorde la demande de divorce de la plaignante Emma Harper-Larson et du défendeur Klaus Steinberg. Ces mots firent naître une lueur d'espoir en moi. Emma fondit en larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Je lui serrai la main, l'exhortant à rester calme et à écouter. Le divorce était ce que je souhaitais pour Emma, une chance d'échapper à la cage cruelle des Steinberg. Mais je savais que cette décision n'était pas la fin. Le juge a poursuivi, d'une voix monotone, comme s'il lisait un rapport. Cependant, le tribunal ne reconnaît pas les allégations de violence domestique en raison de preuves juridiques insuffisantes. En ce qui concerne les biens, Klaus Steinberg ayant contribué davantage à l'entretien du mariage, le tribunal lui attribue la majorité des biens communs. Ces mots m'ont frappé comme un coup de marteau dans la poitrine. Je me suis figée, le souffle coupé. Aucune reconnaissance de violence conjugale, preuves insuffisantes. Je me suis souvenu de l'enregistrement de la veille de Noël, des paroles cruelles de Klaus, Margaret et Astrid rejetées pour une question de détails techniques. J'ai pensé aux dossiers médicaux d'Emma, aux relevés bancaires, tous déformés par les avocats des Steinberg pour en faire des preuves contre nous. Puis, j'ai compris. Monsieur Heinrich, avec son passé de magistrat et ses liens étroits avec le système judiciaire, avait truqué le procès. Je l'ai regardé, je l'ai vu pencher légèrement la tête, ce sourire suffisant toujours sur les lèvres. Tout était arrangé. Ils avaient manipulé le jugement, et Emma et moi n'étions que des pions dans leur jeu. Je ne pouvais plus me retenir, je me suis levée d'un bond, la voix brisée par la rage et la douleur. C'est tellement injuste, ce n'est pas justice. Mon cri a résonné, faisant taire la salle. Emma m'a saisi la main, les yeux écarquillés de panique, mais je n'ai pas arrêté. Vous avez vu comment ils ont traité ma fille. Vous avez entendu ce qu'elle a enduré, et vous osez encore dire qu'il n'y a pas eu de maltraitance. Vous osez lui prendre tout ce qu'elle a. Un garde s'est approché, la voix ferme. Madame, veuillez vous asseoir, sinon je vais devoir vous demander de partir.
Je lui ai lancé un regard noir, puis au juge qui était assis là, le visage impassible, comme si mes paroles n'avaient aucune importance. Je me suis assise, les mains tremblantes, sentant le monde s'écrouler sous mes pieds. Klaus s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et m'a adressé un sourire moqueur, ajustant sa cravate comme s'il venait de remporter une grande victoire. Margaret et Astrid se donnèrent un petit coup de coude, gloussant sous leur souffle, s'assurant que je les entende. Ce rire était un couteau qui me transperçait le cœur. Monsieur Heinrich acquiesça lentement, le regard calme, comme s'il s'agissait simplement d'une autre affaire dans laquelle il avait tiré les ficelles. Je les regardais tous, un par un, le sang bouillant dans mes veines. Ils n'avaient pas seulement volé la justice d'Emma, ils avaient volé ma foi dans un système que je croyais autrefois équitable. Emma se couvrit le visage de ses mains, le corps tremblant, ses sanglots étouffés me déchirant le cœur. Je voulais la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais aucun mot ne sortait. Les paroles du juge résonnaient dans ma tête comme une sentence non seulement pour Emma, mais aussi pour moi. Jacob, à l'arrière, se leva brusquement, lançant un regard noir au Steinberg. Je voyais les veines gonflées de ses bras, ses poings serrés comme s'il retenait une tempête de rage. Je lui ai fait signe de rester calme, même si j'avais envie de crier et de tout casser dans cette pièce. Le juge a frappé son marteau, la voix tranchante. « Silence. La séance est terminée. Vous pouvez tous sortir. » Le bruit du marteau était un point final, mais pour moi, c'était le début d'une nouvelle douleur. Les gens se levèrent, murmurant, bruissant de papier, mais je restais, serrant Emma contre moi, ses épaules tremblantes et ses sanglots me brisant le cœur. Je voulais la réconforter, mais ma gorge se serra comme si les mots étaient inutiles face à cette douleur. Cette décision injuste ne privait pas seulement Emma de ses biens. Elle m'ôtait le dernier lambeau de ma conviction que le système la protégerait. Klaus s'approcha d'un pas nonchalant, l'air suffisant comme s'il venait de remporter une grande victoire. Il s'est penché vers mon oreille et m'a murmuré d'un ton moqueur : « Tu vois, Rose, je te l'avais dit, ne te bats pas contre moi, tu n'es qu'une vieille femme inutile. » Il a esquissé un sourire narquois, les yeux brillants de triomphe, puis s'est détourné comme si Emma et moi ne méritions pas qu'il s'attarde. Ces paroles ont jeté de l'huile sur le feu de ma rage. Mon sang a bouillonné, mes veines ont palpité. Je serrai les poings si fort que j'en avais mal, mon corps tendu comme un arc bandé, prêt à se briser. Je voulais me jeter sur lui pour lui asséner un coup de poing sur son visage arrogant, afin de lui faire payer tout ce qu'il avait fait à ma fille. Après des années passées comme entraîneur de judo, j'avais appris à me contrôler, mais à ce moment-là, toutes mes barrières se sont effondrées. J'ai fait un pas en avant, le cœur battant, prête à faire quelque chose que je regretterais. Mais Jacob s'est précipité devant moi, les yeux brûlants, les lèvres serrées, le poing serré comme s'il s'apprêtait à frapper Klaus. J'ai vu ma propre fureur en lui, une indignation incontrôlable face à l'injustice. La salle d'audience a bruissé, les voix se sont élevées. Vont-ils se battre ? Un policier qui donne des coups de poing au tribunal. Certains ont sorti leur téléphone, les flashs des appareils photo illuminant l'attention. Un journaliste, dans un coin, a levé son appareil photo, les yeux avides de scandale. Klaus s'est retourné, surpris pendant un instant, mais a rapidement retrouvé son attitude provocante. Il a souri froidement. « Vas-y, frappe-moi. Je ferai en sorte que tu perdes tout. Pour qui te prends-tu ? Tu n'es qu'un flic minable. » Il s'est approché, provocateur, certain que Jacob n'oserait pas le toucher. Le poing de Jacob tremblait, sa respiration était lourde, ses yeux rouges. Je savais qu'il était capable de faire quelque chose d'irréversible. Soudain, Emma s'est dégagée de mon bras, a couru vers Jacob et s'est accrochée à son bras, sanglotant, la voix brisée. « Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que toi ou maman deveniez violents comme lui. Je veux juste la paix. Je veux juste continuer à vivre. » Son cri déchira l'air, réduisant la pièce au silence. Je vis des larmes couler sur le visage d'Emma, ses mains fines agrippant Jacob comme s'il était sa dernière bouée de sauvetage. Jacob se figea, respirant bruyamment, ses yeux enflammés s'assombrissant lentement. Son poing trembla, rigide pendant un instant, puis se relâcha lentement, retombant le long de son corps. Il baissa la tête, les lèvres serrées, luttant pour contenir la rage qui le consumait. Les clics des appareils photo résonnèrent, les flashs mettant en évidence Emma, accrochée à Jacob, Klaus se tenant fièrement devant eux. Certains dans la salle, peut-être inconscients de l'affaire, se mirent à sangloter.
Un doux murmure de pleurs s'éleva, comme si la douleur d'Emma les avait transpercés. Je regardais autour de moi. Une femme essuyait ses larmes, un homme secouait la tête avec tristesse. Mais les Steinberg restaient impassibles. Margaret et Astrid chuchotaient entre elles, un sourire froid aux lèvres. Monsieur Heinrich hocha légèrement la tête, son air autoritaire intact, comme si tout était encore sous son contrôle. Le juge frappa son marteau, la voix froide. Silence. Si cette perturbation continue, je demanderai aux gardes de faire évacuer la salle. Le bruit du marteau était un avertissement, ramenant tout le monde à la réalité. Je m'avançai, pris Emma dans mes bras et la serrai fort contre moi. Elle continuait de pleurer, son corps tremblant dans mes bras comme une enfant perdue. Jacob se tenait à côté de nous, la tête baissée, les lèvres serrées, comme s'il se reprochait de ne pas en avoir fait plus. Je posai une main sur son épaule, hochant doucement la tête, lui faisant comprendre que je comprenais et que j'étais reconnaissante qu'il soit là. Klaus ajusta sa cravate, se retourna et s'éloigna, ses pas lourds de triomphe. Margaret et Astrid le suivirent, leur rire froid comme un autre coup de couteau dans ma poitrine. La pièce se vida lentement, ne laissant que moi, Emma et Jacob. 3 personnes partageant la même boule amère dans la gorge. Je serrai Emma plus fort dans mes bras, sentant son souffle faible contre mon épaule. « Maman, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne veux plus me battre. Je suis fatiguée. On peut rentrer à la maison ?